Tout d'abord, Monsieur Sébastien Denis, directeur santé environnement travail de Santé publique France, à nous rejoindre pour partager avec nous des enseignements, de tout ce qui a pu être fait, par l'agence en matière de biosurveillance notamment. Je vous donne la parole, Monsieur Denis. Merci beaucoup, Madame Ruffiningo. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci à Elisabeth et WECF de m'avoir invité à faire cette présentation qui sera assez générale en fait sur la question de l'apport de la surveillance pour protéger la santé autour de cette période des 1000 jours. Donc, Elisabeth, vous avez très bien dressé le contexte et je tenais à dire que Santé publique France, on s'inscrit dans la même logique qui est de finalement promouvoir un continuum entre des données de recherche et de surveillance et des actions de manière à pouvoir protéger la santé des populations et en particulier la santé périnatale autour de cette période, comme vous l'avez dit, extrêmement sensible des 1000 jours, qui a émergé depuis plusieurs décennies désormais autour du concept de l'origine développementale des maladies, comme vous l'avez dit, et de la question de l'exposome. Donc, je vais essayer d'illustrer quelques données essentiellement de surveillance qui fondamentalement s'appuient évidemment et sont en forte articulation avec des dispositifs et des équipes plutôt impliquées sur la recherche. Et d'ailleurs, vous aurez aussi au cours de ce webinaire des interventions de chercheurs, en particulier de Rémi Slama, pour vous montrer comment ces données de surveillance peuvent alimenter justement l'action pour protéger la santé périnatale. Vous aurez également une intervention ensuite de ma collègue Joëlle Lemoyle qui complétera un peu ce que je dirais là sur un versant plutôt indicateur sanitaire. Donc, en matière de surveillance, finalement, effectivement, on peut s'appuyer sur des dispositifs épidémiologiques, soit d'études transversales, soit de cohortes, qui permettent soit de caractériser des expositions, et donc c'est la partie haute du graphique, c'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre comment en particulier les femmes enceintes sont exposées à différents polluants. Elisabeth Ruffiningo a cité l'exemple des perturbateurs endocriniens via différentes sources d'exposition qui sont soit des produits de consommation courants, soit des compartiments environnementaux dans lesquels ces mêmes polluants peuvent se retrouver présents. Et donc là, c'est ce qui caractérisera l'exposition, en particulier ici, de la femme enceinte et du fœtus à des substances chimiques et qui a pour objectif de caractériser les niveaux de concentration des dites substances chimiques dans les différents fluides, dans les différentes matrices biologiques d'intérêt. Donc là, c'est ce qu'on va appeler ici sur la partie haute du graphique la question des biomarqueurs d'exposition. Le deuxième type d'indicateur qu'on peut surveiller, ce sont des indicateurs de santé qui la traduisent plutôt l'apparition d'un événement de santé et que, évidemment, pour qu'un événement de santé puisse apparaître, en particulier lorsqu'on s'intéresse à une exposition à des substances chimiques, il faut que l'organisme ait été exposé à ces substances chimiques et que donc un prérequis est d'avoir été exposé à ces substances chimiques-là. Et donc, il y a forcément un lien entre l'exposition et l'effet. Donc ça, ce sont des choses qui sont démontrées dans la littérature scientifique et par le biais de différentes actions de recherche. Par contre, en termes de surveillance, l'implémentation d'enquêtes de surveillance des expositions vers des biomarqueurs d'effets biologiques à l'échelle d'une population française aujourd'hui est relativement limitée. Et donc, on peut s'intéresser à des indicateurs de santé, et j'en parlerai un peu, et Joëlle Lemoyle en parlera également, via des dispositifs autres qui sont soit des dispositifs de cohorte, soit via les données issues des bases de données médico-administratives et qui permettent pour un certain nombre de déterminants ou d'événements de santé d'aller identifier ces indicateurs. Alors, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'évidemment, les dispositifs de recherche, et en particulier la cohorte ELF, a été d'un apport très précieux pour pouvoir renseigner ces différents indicateurs, qu'il s'agisse d'indicateurs d'exposition, comme on le montrera, ou d'indicateurs de santé, comme par exemple Rémi Slama le montrera. Concernant la surveillance des expositions, donc, ces actions de surveillance, en fait, ont été très structurées, et Madame Ruffiningo l'a dit, autour des actions des différentes politiques publiques, en particulier le plan national santé-environnement en premier lieu, qui a été un grand
qui a été initié dès le milieu des années 2000 et qui a permis d'acquérir un grand nombre de données sur ces liens entre santé et environnement, même si aujourd'hui on a encore effectivement beaucoup de questions qui se posent en termes de recherche. Également la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui a permis d'acquérir des données d'exposition à la fois, bien sûr, et c'est ce que je présenterai, en matière d'imprégnation biologique humaine, mais aussi en matière de connaissance des expositions externes, par exemple autour de l'alimentation. Et on pourrait citer l'exemple des travaux menés par l'ANSES sur les études d'alimentation totale. Et que donc ces différents plans ont permis à la France d'engranger un grand nombre de données et d'aller un peu mieux vers la connaissance du lien entre ces expositions et les effets sur la santé. En parallèle, il y a également eu beaucoup d'initiatives de recherche, même si on peut regretter qu'elles sont parfois insuffisantes, mais qu'en tous les cas, un paysage en tout cas, le paysage de la recherche en France a pu se structurer aussi autour notamment des appels à projets de l'ANR ou des appels à projets de recherche santé, environnement, santé, travail de l'ANSES. Concernant donc la surveillance des expositions, le plan national santé-environnement, qui lui-même a été structuré par le Grenelle, a prévu un programme national de biosurveillance qui, jusqu'à présent, s'est décliné autour de 2 volets. Un qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est le volet périnatal. Donc, il était adossé à la cohorte ELF. Et c'est pour ça que je vous disais en particulier que cette cohorte ELF avait été très précieuse. Donc, volet périnatal qui a porté sur 4145 femmes au moment de l'accouchement, qui participaient à cette cohorte et auprès desquelles nous avons été réaliser des prélèvements biologiques de manière à caractériser l'exposition à un certain nombre de contaminants chimiques. Donc, Santé publique France est le pilote opérationnel de cette stratégie de biosurveillance qui concerne également d'autres populations dont je parlerai moi aujourd'hui via l'étude Esteban. Et à toute fin utile, je vous signale que jeudi matin, nous publierons les résultats du volet métaux de cette étude Esteban sur des enfants et des adultes, enfants à partir de 6 ans et adultes jusqu'à 74 ans. L'objectif de ce programme, donc, ce sont des études transversales, à la fois le volet périnatal et l'étude en population générale, qui ont donc pour ambition de décrire d'une part les niveaux d'imprégnation de la population générale par les polluants de l'environnement à partir de prélèvements biologiques. Et donc, nous avons des échantillons qui sont représentatifs des populations cibles, de comparer dans un deuxième temps ces niveaux d'imprégnation avec ceux des études antérieures conduites en France, le cas échéant, mais pour nombre de contaminants, il y a très peu d'études en fait représentatives de la population ciblée, et à l'étranger, afin d'identifier de potentielles surimprégnations par rapport à ces pays étrangers. Donc là, on peut citer l'exemple de quelques programmes de biosurveillance assez emblématiques. En Allemagne, par exemple, on a un programme de surveillance qui s'appelle GERES, qui est disponible depuis plusieurs années. Au Canada, on a un programme canadien dont j'ai oublié l'acronyme, mais voilà, donc ce sont aussi des pays sur lesquels on a beaucoup d'expérience en matière de biosurveillance. Le troisième objectif est d'identifier, quantifier les déterminants des niveaux d'imprégnation, c'est-à-dire qu'au moment du recueil biologique, on adresse aussi un questionnaire aux personnes qu'on inclut dans le dispositif, de manière à pouvoir renseigner à la fois des comportements individuels, mais aussi des habitudes alimentaires qui permettront de mettre en regard, qui seront mises en regard des informations concernant les niveaux de concentration, et qui permettront donc de pouvoir finalement identifier des sources potentielles d'exposition. Enfin, le dernier objectif, et non des moindres, est d'établir des valeurs de référence d'exposition, donc qui ne sont pas des valeurs sanitaires, mais qui sont plutôt des référentiels en matière de niveau d'exposition pour les différentes populations étudiées. En l'occurrence, ici, on s'intéresse aux femmes au moment de l'accouchement. Le volet périnatal du programme national de biosurveillance est constitué de prélèvements biologiques. Et là, vous avez dans le tableau une liste de différentes matrices biologiques, urine, sérum, sang de cordon et cheveux qui ont été prélevés donc chez les participantes, et la liste des biomarqueurs dosés et des effectifs pour chacun de ces biomarqueurs. Donc, vous voyez qu'on a essayé de couvrir une large gamme de substances chimiques qui ont toutes des propriétés toxiques reconnues, avérés ou possibles, et en particulier des effets cancérigènes ou des effets perturbateurs endocriniens.
130 biomarqueurs d'exposition ont été étudiés, comprenant 6 familles de polluants organiques, les bisphénols A, le phtalate, les pesticides, les dioxines furanes, PCB, retardateurs de flamme bromée et composés perfluorés. Et 13 métaux et métalloïdes ont également été caractérisés, arsenic total, cadmium, plomb, mercure, cobalt, nickel. Donc, je l'ai déjà dit, parmi ces polluants, évidemment, la toxicité souvent est connue, caractérisée, en particulier sur l'aspect perturbateur endocrinien ou cancérigène. Concernant donc ces prélèvements biologiques, ils ont été concomitants au recueil de données sur des caractéristiques sociodémographiques et exposition des mères, recueillies par entretien questionnaire à la naissance et aux 2 mois de l'enfant. Donc, ce dispositif, encore une fois, a été complètement adossé à la cohorte ELF. S'agissant des principaux résultats de l'étude, donc schématisés par les vignettes que vous avez à la droite de la diapositive, s'agissant des polluants organiques, on a constaté une imprégnation généralisée de l'ensemble des femmes à la totalité des polluants organiques. Et ce qu'on a constaté en comparaison aux pays étrangers, en particulier nord-américains, c'est une surimprégnation aux pyréthrinoïdes et au PCB, probablement liée à des différences de réglementation entre ces pays. Donc la surimprégnation aux pyréthrinoïdes et au PCB en particulier avait déjà été démontrée dans un volet précédent du programme de biosurveillance avec l'étude nationale nutrition santé, qui était une étude pilote réalisée entre les années 2006 et 2008 et qui avait donc déjà montré en population générale adulte cette surimprégnation pour ces molécules. Les principales sources d'exposition étaient l'alimentation, le tabac pendant la grossesse, l'utilisation de produits d'hygiène, l'usage domestique de pesticides et les expositions via l'air intérieur. Donc ici, vous avez une diapositive qui représente les résultats, enfin qui synthétise les résultats sur les phtalates, les pesticides et les pyréthrinoïdes et le bisphénol A qui avait été également caractérisé avec, dans chaque vignette, des déterminants de l'imprégnation. Par exemple, pour les phtalates, les principaux modes d'imprégnation identifiés étaient la consommation de glace, de crème fraîche, l'utilisation de produits ménagers et de cosmétiques. Concernant les métaux et les métalloïdes, là encore, pour la majorité des femmes enceintes, les imprégnations aux métaux et métalloïdes étaient démontrées par le biais de cette étude. Si on prend le plomb, par exemple, il était présent chez 100% des femmes et donc il y a des nouveau-nés, puisque je vous rappelle que le prélèvement se faisait à l'accouchement. Si on prend le mercure, c'était quasiment 100%, puisqu'on avait 91% des femmes qui étaient imprégnées. En comparaison avec d'autres études qu'on avait pu relever, on avait vu, en particulier on avait vu un pilote qui avait été aussi adossé à la cohorte ELF, on avait vu une légère diminution des niveaux d'imprégnation par Mais le ça, plomb et mercure. c'est des plantes grasses, ça, après, S'il vous enfin, qui plaît, tiennent j'ai longtemps. un écho. Si vous pouvez couper les micros, merci. Et donc, ce qu'on constatait, c'était une surimprégnation par l'arsenic total et le mercure. Donc là aussi, avec les vignettes, vous pouvez voir quelques déterminants avec des déterminants qu'on retrouve et qui sont cohérents dans la littérature par rapport notamment à des études d'exposition alimentaire vis-à-vis de l'imprégnation au mercure, par exemple, et la consommation de poissons ou de crustacés. Les principales sources d'exposition retrouvées étaient le tabac, l'alimentation et en particulier la consommation de tabac qui était impliquée dans l'exposition à 5 métaux et métalloïdes, antimoine, chrome, cobalt, nickel, vanadium. Concernant la surveillance des impacts sanitaires, donc là je serai un peu plus bref puisque Joël Lemoyle, juste après moi, va présenter des travaux sur les malformations urogénitales de l'enfant. Donc c'est le deuxième type d'indicateur possible à surveiller, qu'on peut surveiller à l'échelle de la population française, avec une étape très importante d'étude de la faisabilité de la surveillance et d'identification de ces indicateurs sur la base d'un lien entre une exposition à la nuisance qu'on veut caractériser. En l'occurrence ici, et Joël détaillera un certain nombre de travaux en lien avec une exposition à des perturbateurs endocriniens et l'effet qu'on veut constater. Donc l'agence a beaucoup travaillé à identifier ces systèmes, à tester, à développer ces systèmes de surveillance sur les quelques indicateurs clés que vous avez identifiés ici. Alors, je dis quelques indicateurs clés, mais ce qui représente déjà énormément de travail, puisque c'est un programme qui a plus de 10 années. Donc, en particulier des indicateurs de santé reproductive, du fait de leur lien
plus que probable et voire avérée avec une exposition à des perturbateurs endocriniens. Et on souhaite désormais étendre ces indicateurs clés à d'autres indicateurs que ceux de la santé reproductive. Et donc, c'est un travail auquel nous allons nous atteler pour ces prochaines années, toujours dans le cadre de la stratégie nationale perturbateurs endocriniens, dont vous savez que la 2e édition est parue il y a quelques mois. Ça, je passe puisque Joël détaillera. Donc, l'idée finalement de cette surveillance de différents indicateurs, c'est qu'en dépit finalement des incertitudes scientifiques qui restent encore aujourd'hui à lever par le biais de programmes de recherche, nos indicateurs de surveillance, et Joël le montrera également, mais les indicateurs d'exposition que je vous ai montrés montrent montre des expositions généralisées de la population de femmes enceintes à des substances chimiques de l'environnement qui ont des caractéristiques toxiques avérées. Donc l'idée, c'est, en dépit de ces incertitudes, on se sert tout de même de ces données-là pour protéger la santé périnatale. Protéger la santé périnatale, c'est-à-dire agir sur l'ensemble des leviers possibles pour réduire les expositions et les impacts des substances chimiques, ce qui veut dire renforcer la réglementation. Et donc ça veut dire transmettre avec les messages aux régulateurs et en particulier aux administrations qui sont responsables de la régulation des substances chimiques, ces indicateurs de surveillance des expositions qui sont en défaveur de la santé périnatale, et donc pouvoir agir auprès des instances nationales, mais aussi auprès des instances européennes pour pouvoir finalement réduire autant que faire se peut l'exposition des populations, en particulier des femmes enceintes, à ces substances chimiques. Et bien sûr, le deuxième levier, qui est un levier plutôt relatif au comportement individuel, qui est de renforcer la formation et l'information, ainsi que la promotion d'environnements favorables à la santé. En ce sens, l'agence a développé un site d'information qui s'appelle jusqu'à présent Agir pour bébé, mais site dont le nom va évoluer justement pour être en cohérence avec la feuille de route gouvernementale sur les 1000 jours. Et donc, ce site devrait s'appeler 1000 jours, donc qui ne focalise pas ici que sur la question des substances chimiques, mais qui s'étend à d'autres déterminants, puisque son objectif, c'est vraiment d'appréhender l'environnement au sens large, de manière à pouvoir promouvoir les environnements les plus favorables à la santé. Et donc, d'ici fin juillet, ce site sera en accès libre avec un nom donc, qui va évoluer, qui précédemment s'appelait Un jour pour bébé et qui donc s'appellera désormais 1000premiersjours.fr. Donc ça, ce sont nos collègues de la direction de la prévention et de la promotion de la santé qui sont en train de travailler à ce site-là, donc en lien avec la feuille de route sur les 1000 premiers jours. Et évidemment, ces actions, donc, ce sont des actions de plaidoyer. Elisabeth Ruffiningo a évoqué ce terme de plaidoyer. Donc, nous pensons vraiment que ces données-là peuvent être utiles au plaidoyer et en premier lieu vers des réglementations qui soient efficaces en termes de diminution des expositions, mais que, évidemment, des efforts sont encore indispensables sur le plan de la recherche pour alimenter encore un peu mieux les connaissances sur les liens entre les expositions aux substances chimiques et la santé périnatale, de manière à pouvoir traiter, par exemple, la question des effets de mélange, dont on sait que c'est une question très importante qui certainement engendre des effets qui sont aujourd'hui, ou en tout cas des liens qui sont aujourd'hui encore un peu trop méconnus lorsqu'on s'intéresse à ces questions de santé environnementale. Voilà, et donc ça, ce sont des liens vers les publications de nos travaux que j'ai évoqués aujourd'hui, puisque les travaux portant sur le volet périnatal du Programme national de biosurveillance ont été complètement valorisés en 2017. Donc, vous avez les liens. Donc, je rappelle que jeudi aussi seront valorisés les résultats autour des métaux de l'enquête Esteban. Et ici, vous avez l'exemple d'un bulletin épidémiologique hebdomadaire, en particulier sur les travaux que Joël Lemoyle évoquera juste après. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Denis, pour votre présentation. Nous allons pouvoir maintenant donc, prendre plusieurs questions qui ont été posées dans le chat. Donc, nous avions une première question concernant valeur de référence, valeur légale, valeur sanitaire. Quelle différence et pourquoi tant de valeurs différentes?
Alors, oui, alors les valeurs de référence que j'ai mentionnées ici, ce sont des valeurs de référence qui sont des références en matière d'exposition. Donc, ce ne sont pas des valeurs sanitaires, puisqu'on caractérise par le biais des biomarqueurs d'exposition et d'exposition. Et que, effectivement, comme la personne qui a posé la question le souligne, on a énormément de valeurs qui existent par rapport à des substances chimiques, en particulier sur des liens entre, enfin en particulier, donc on a ces valeurs de référence d'exposition, on a d'autres valeurs qui s'appliquent plutôt à des références en matière de connaissance des expositions externes et des valeurs sanitaires, qui là sont des valeurs toxicologiques de référence, alors qu'ils ne sont pas du tout la même chose que les valeurs d'exposition que j'ai développées ou que j'ai mentionnées, qui sont plutôt des valeurs à usage d'évaluation des risques. Et on a sur le plan des substances chimiques en matière d'imprégnation, très peu de valeurs de référence sanitaires internes. C'est-à-dire que ces valeurs que j'ai montrées, qui sont obtenues par le biais des programmes de biosurveillance, finalement, pour très peu de substances, on arrive à faire un lien avec un risque populationnel, parce qu'on n'a pas d'équivalent de valeurs d'imprégnation sanitaire. Donc, ces valeurs-là sont construites notamment par l'ANSES, mais aussi par d'autres institutions, notamment européennes. On a eu un programme national, enfin un programme européen de biosurveillance qui s'appelle HBM4U et qui a conduit à la construction de certaines valeurs, récemment sur le bisphénol A. En tous les cas, sur la majorité des substances pour lesquelles on a caractérisé ces imprégnations, on n'a pas de valeur de référence sanitaire interne. Et donc, effectivement, et il faut encore distinguer ça, effectivement, des valeurs réglementaires qui, elles, sont construites par le régulateur et qui ne sont pas du tout des valeurs ou d'exposition ou de risque sanitaire. Merci. Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs questions, peut-être qu'on peut un peu les regrouper. Donc, nous avions notamment une question sur les sources d'exposition sont-elles dans l'ordre de majorité? Donc là, concernant votre présentation, que je peux peut-être regrouper avec une question sur la question des travaux prévus sur les effets cocktails de tous ces polluants. Est-ce que des travaux sont prévus? Donc, déjà, ces deux questions-là. Alors, sur les sources d'exposition, effectivement, les sources d'exposition qu'on retrouve dans les études d'imprégnation sont cohérentes avec d'autres études qui renseignent plutôt les expositions externes, en particulier les études alimentaires. On voit que lorsqu'on a des déterminants alimentaires qui ressortent de ces études d'exposition, donc du programme de biosurveillance, en général, on est cohérent avec les études d'alimentation totale de l'ANSES, par exemple. S'agissant des travaux sur les effets cocktails, effectivement, il y a eu plusieurs projets auxquels Santé publique France n'a pas été associée. Peut-être Rémi Slama pourrait apporter des éléments, mais qui se sont intéressés à ces effets cocktails. Et actuellement, un nouveau projet européen qui s'appelle PARC, coordonné par l'ANSES, est en cours de préparation et qui vise bien sûr à capitaliser sur ces projets existants, mais à pouvoir implémenter à l'échelle des populations des enquêtes de biosurveillance ou de surveillance des effets qui pourraient à terme, mais là il y a encore du développement nécessaire parce qu'il y a de la métrologie nécessaire, donc développement de la méthode analytique, mais qui pourrait à terme tendre vers une meilleure connaissance de l'impact de ces effets cocktails. Et là, Santé publique France est très actif sur ce partenariat. Alors maintenant, j'ai une question sur les pesticides. Il y a deux questions sur les pesticides. Donc une concernant les pesticides à domicile, ce qui est entendu par le nom pesticides à domicile, est-ce qu'il s'agit de phytosanitaires, biocides, autres produits chimiques, voire de médicaments? Ça, c'est une première question. Et la deuxième, donc, concernant les résultats sur l'exposition aux pesticides qui ont porté sur des pesticides utilisés à domicile de la même manière, qu'en est-il de l'ampleur de l'exposition aux pesticides phytosanitaires qui peuvent contaminer l'atmosphère et diffuser sur plusieurs kilomètres au-delà de la source d'application? Donc voilà, Alors, beaucoup de questions. Donc, à la fois sur le terme pesticide qui effectivement englobe, alors ça dépend des définitions, mais en tout cas, nous, on englobe produits phytosanitaires, biocides, médicaments vétérinaires. Donc là, j'ai montré qu'il y avait une surimprégnation de la population, enfin, et en particulier des femmes à l'accouchement aux pyrétrinoïdes, donc, qui sont plutôt des biocides utilisés en intérieur, mais ça peut être aussi utilisé en extérieur. Donc ça, c'est une spécificité française, hein, puisqu'on l'a déjà retrouvé dans des études comme ENNS. Donc maintenant, sur la question des caractéristiques par rapport aux émissions de pesticides en air extérieur, je vous invite à aller consulter le site de l'ANSES qui a fait une étude pilote sur
les teneurs en pesticides dans l'air extérieur. Donc ça, ce n'est pas une prérogative de Santé publique France et je ne pourrais pas vous apporter d'éléments là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en train de travailler dans le cadre de l'étude d'Esteban, d'une part, à caractériser les expositions de la population générale à un ensemble de pesticides incluant des produits phytopharmaceutiques, des biocides, donc ces résultats-là devraient être disponibles d'ici à la fin de l'année, et qu'en parallèle, nous lançons une grande enquête avec l'ANSES, cette fois, de connaissance des expositions des riverains de parcelles viticoles, en couplant des mesures d'imprégnation telles que je vous les ai montrées là et des mesures d'exposition externe, donc enquête qui s'appelle PestiRive et qui devrait être déployée à partir du mois d'octobre, donc de façon représentative du territoire, en tout cas des territoires dans lesquels nous avons des vignes. D'accord. Donc, il nous restait 2 questions encore posées dans le chat. C'était donc concernant les risques des polluants extérieurs. Comment les risques liés à tous ces polluants extérieurs, donc air, eau, sol, sont-ils pris en compte? Donc, je pense que vous avez partiellement répondu en parlant de différentes enquêtes lancées ou en cours. Et une dernière concernant le plomb. Question sur l'ordre de grandeur des imprégnations au plomb dans le sang de cordon. Très précise. Ah oui, alors là, franchement, je ne pourrais pas vous donner le chiffre, mais je vous enverrai la publication sur le plomb issue de l'enquête ELF et même issue de l'enquête Esteban sur des populations un peu plus âgées, sans aucun problème. Mais là, franchement, je ne voudrais pas vous dire de bêtises et je ne peux pas vous citer le chiffre. D'accord. Alors, bon, s'il reste des participants qui souhaitent prendre la parole pour poser une question, c'est possible. Donc, si quelqu'un lève la main, ah, je vois une nouvelle question concernant encore les pesticides domestiques. Effectivement, c'est vraiment un sujet qui intéresse beaucoup, d'autant plus que Alors là, je vois le dans deuxième tome, oui, voilà, vous voyez la je même vois dans le chose. chat que seuls les pesticides à domicile sont étudiés. Alors, effectivement, sur la cohorte ELF, parce qu'on est très tributaire d'un certain nombre de contraintes logistiques. Par contre, le volet Esteban sur les pesticides sera beaucoup plus large que les simples pyrétrinoïdes. On aura par exemple le glyphosate et son métabolite LAMPA qui seront caractérisés. Donc ça, c'est aussi des éléments très importants dans le débat public actuel. Et que la question, que l'enquête PestiRive, elle, intégrera des pesticides comme le Folpel, par exemple, qui sont des pesticides spécifiques de la vigne. Donc, on aura des informations complémentaires qui seront disponibles, soit assez rapidement, puisqu'en fait, le volet pesticides d'Esteban sera publié d'ici à la fin de l'année, soit dans un temps équivalent à un temps d'enquête, puisque la mise en place de l'enquête PestiRive aura lieu en octobre, et donc on n'aura pas de résultats avant 2023. D'accord. Écoutez, il me semble qu'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, qui s'affichent dans le chat. Donc voilà, ça nous a permis d'en savoir plus sur tous les travaux de Santé publique France de manière générale. Et on va pouvoir maintenant approfondir certains aspects. Donc, Monsieur Denis, je vous remercie. Je pense, merci. voilà. Et si certains souhaitent me contacter par email, il n'y a aucun problème. Je répondrai volontiers. Et je vous envoie les références sur le plomb. D'accord. Merci Bon à vous pour après-midi. votre intervention. Oui, également. Merci beaucoup. Merci.